Il existe des moments où l'humanité touche le fond, où la cruauté atteint des niveaux si profonds qu'il change le cours de l'histoire. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est l'histoire du massacre de Saint-Benoît. Un événement qui s'est produit le 25 mars 1871 à La Réunion. Un élan d'esclaves qui a mal tourné, très mal tourné. 7 personnes sont mortes ce jour-là, en 20 minutes de violence pure. Mais ce n'était pas un élan ordinaire. Non. C'était un élan où le colonel Antoine Ferreira da Silva, un riche planteur ruiné par le jeu, a tenté de vendre ses 8 dernières esclaves. Toutes des femmes. Toutes qui avaient travaillé dans sa casa grande pendant des années. Mais le scandale ne s'arrêtait pas là. Parce que le dernier lot mis aux enchères n'était pas une esclave. C'était sa propre épouse, Madame Hélène, une femme blanche de l'élite, mise aux enchères comme une esclave. Pourquoi? Parce que le colonel l'avait perdue dans un jeu de cartes 2 semaines plus tôt. Il l'avait pariée comme garantie d'une dette. Et il avait perdu. Maintenant, légalement, techniquement, elle appartenait à son créancier, Monsieur Duval. Et Duval avait décidé de la mettre aux enchères publiquement, pour humilier le colonel, pour montrer son pouvoir, pour envoyer un message à tous les débiteurs de la Réunion. Le scandale était total, absolu. Jamais dans l'histoire de l'île une femme blanche n'avait été traitée comme une esclave, mise aux enchères, examinée comme du bétail, vendue aux plus offrants. C'était une transgression de toutes les normes sociales, de toutes les règles non écrites de la société coloniale. Un tabou brisé de la manière la plus spectaculaire possible. Et cela a provoqué quelque chose d'inattendu, quelque chose que personne n'aurait pu prédire. Une révolte menée par Joséphine, une esclave de 58 ans qui avait vu 6 de ses enfants vendus au fil des ans, qui avait survécu à des décennies de brutalité, qui n'avait plus rien à perdre, qui a décidé que si une femme blanche pouvait être traitée comme une esclave, alors peut-être que le système entier devait brûler. Peut-être que plus rien n'avait de sens, peut-être qu'il était temps de dire non. La révolte a été brutale, sanglante, chaotique, 7 morts en 20 minutes. Madame Hélène a été tuée par une balle perdue en essayant de descendre de l'estrade. Joséphine a été abattue, 2 balles dans le dos, criant le mot « liberté » jusqu'à son dernier souffle. Bénédicte, une esclave de 35 ans qui avait servi Hélène pendant 15 ans, est morte en tenant sa maîtresse dans ses bras. Marie, 28 ans, est tombée en courant vers la liberté. 3 autres esclaves des domaines voisins qui s'étaient joints à la révolte ont été tués. Un garde a été poignardé. Le colonel Antoine, qui avait causé toute cette tragédie avec son addiction au jeu, s'est suicidé le lendemain, pendu dans sa chambre, incapable de vivre avec ce qu'il avait fait. Et l'événement est devenu un scandale national. Des journaux dans toute la France métropolitaine ont rapporté l'histoire. Les abolitionnistes l'ont utilisé comme preuve définitive que l'esclavage devait finir immédiatement, que le système était si corrompu qu'il permettait même la vente de femmes blanches. Et 3 esclaves ont survécu, Rose, Espérance et Antoinette. Elles ont été déclarées libres immédiatement après le massacre. Un geste symbolique du gouvernement pour éviter plus de révoltes. Et Rose, en particulier, est devenue un symbole, une voix, un témoin. Elle a vécu jusqu'en 1891. Elle a été présente à Paris quand l'esclavage a été définitivement aboli dans toutes les colonies françaises. Elle portait les cicatrices du massacre, physiques et psychologiques. Et elle n'a jamais oublié. Elle a témoigné devant des commissions. Elle a raconté l'histoire à des journalistes, à des étudiants, à quiconque voulait écouter, rester jusqu'à la fin, parce que le moment où Rose, à 69 ans, raconte l'histoire du massacre à ses petits-enfants juste avant de mourir, va vous briser le cœur et vous montrer pourquoi certains événements changent l'histoire pour toujours. 1871, île de la Réunion, le domaine Saint-Benoît. Situé près de la ville de Saint-Benoît sur la côte est de l'île volcanique, c'était une grande plantation de café.
800 hectares dans les années de prospérité, des rangées interminables de caféiers s'étendant jusqu'au contrefort des montagnes. Une casa grande magnifique avec des colonnes blanches, des jardins soigneusement entretenus, des écuries avec des chevaux de race importés d'Europe. C'était un des domaines les plus impressionnants de toute la Réunion. Le propriétaire était le colonel Antoine Ferreira da Silva, 55 ans en 1871. Un homme qui portait encore l'uniforme militaire lors des occasions spéciales, même s'il n'avait pas servi activement depuis 20 ans. Il aimait le titre, le respect qu'il commandait. Colonel da Silva, ça sonnait bien, ça sonnait puissant. Antoine était né à La Réunion en 1816. Son père était portugais, arrivé sur l'île en 1800 comme commerçant. Sa mère était créole française. Antoine avait hérité du domaine en 1840, quand son père était mort. Il avait alors 24 ans. Jeune, ambitieux, plein d'énergie. Il avait développé le domaine agressivement, acheté plus de terres, investi dans les nouvelles technologies de traitement du café, acheté plus d'esclaves. En 1850, le domaine Saint-Benoît produisait plus de café que n'importe quelle autre plantation de la région. Antoine exportait vers la France, l'Angleterre, même l'Amérique. Son café était connu pour sa qualité. Il gagnait une fortune, des dizaines de milliers de francs par an. Il possédait 120 esclaves à son apogée, des hommes dans les champs, des femmes dans la casa grande, des enfants qui grandissaient pour remplacer ceux qui mouraient ou devenaient trop vieux pour travailler. C'était une machine bien huilée, cruelle, mais efficace. Antoine s'était marié en 1845 à Hélène Dubois. Hélène était la fille d'un autre planteur prospère. C'était un mariage arrangé comme tant d'autres dans la société coloniale. Deux familles riches unissant leurs fortunes. Hélène avait 19 ans au moment du mariage. Antoine 29. Ils avaient eu 3 enfants, 2 fils et une fille. Les enfants avaient été envoyés en France pour leur éducation quand ils avaient atteint l'adolescence. C'était la coutume parmi les riches colons. Les enfants devaient être éduqués en métropole, pas dans les écoles limitées de l'île. Les 3 enfants étaient maintenant adultes, vivant en France. Le fils aîné Pierre était avocat à Paris. Le deuxième fils, Jacques, était dans l'armée. La fille, Isabelle, s'était mariée à un diplomate français. Aucun ne voulait revenir à La Réunion. Ils préféraient la vie en France, plus civilisée, plus raffinée, plus de possibilités. Antoine et Hélène étaient restés seuls au domaine, vieillissants. Leur mariage n'avait jamais été passionné, c'était un arrangement pratique. Ils se respectaient, partageaient une maison, mais il n'y avait pas d'amour profond, pas de connexion émotionnelle forte. Ils vivaient des vies parallèles. Antoine gérait le domaine, Hélène gérait la maison. Ils dînaient ensemble, recevaient des invités ensemble, mais c'était formel, distant. Dans les années 1850 et 1860, Antoine était respecté dans toute la Réunion. Il était membre du conseil municipal de Saint-Benoît. Il organisait des événements sociaux pour l'élite. Il était consulté sur les questions économiques. C'était un pilier de la communauté. Mais Antoine avait un secret, un vice qu'il cachait bien au début. Le jeu, les cartes en particulier. Ça avait commencé innocemment vers 1855. Les planteurs se réunissaient régulièrement, 1 fois par semaine. Ils fumaient des cigares, buvaient du cognac importé, jouaient aux cartes, whist, poker, 21. C'était un divertissement social. Les sommes étaient modestes, 50 francs, 100 francs. Personne ne jouait plus que ce qu'il pouvait se permettre de perdre confortablement. C'était amusant, inoffensif, un moyen de se détendre après une semaine de travail dur. Mais pour Antoine, quelque chose a changé graduellement. Il a commencé à aimer l'excitation du jeu, l'adrénaline, le frisson de la victoire, la déception de la défaite qui le poussait à rejouer pour récupérer. Au début, il gagnait autant qu'il perdait, parfois un peu plus. Il était bon joueur. Il avait une bonne mémoire des cartes. Il pouvait lire les expressions des autres joueurs. Mais vers 1865, 10 ans après avoir commencé à jouer, Antoine a commencé à perdre plus souvent,
Peut-être que sa concentration diminuait avec l'âge. Peut-être que les autres joueurs avaient compris ses tels, ou peut-être que c'était juste la malchance, le hasard. Mais il perdait, et quand il perdait, il voulait continuer à jouer, pour récupérer. C'est le piège classique du jeu. Les sessions hebdomadaires ne suffisaient plus. Antoine commençait à chercher d'autres parties, 2 fois par semaine, 3 fois. Les sommes augmentaient, 1000 francs, 2000, 5000. Il gagnait parfois, ce qui renforçait l'addiction, lui faisait croire qu'il pouvait contrôler, qu'il pouvait gagner s'il jouait juste un peu plus longtemps. Entre 1865 et 1871, 6 ans, Antoine a perdu une fortune colossale. Il a d'abord perdu son argent liquide. Les économies qu'il avait accumulées pendant 15 ans de production prospère, 50 000 francs disparus en 2 ans. Puis, il a commencé à emprunter, à prendre des dettes. Il empruntait à Monsieur Duval, un riche commerçant de Saint-Denis. Duval prêtait de l'argent à des taux élevés, 15% par an, parfois 20%. C'était de l'usure. Mais Antoine était désespéré. Il empruntait, jouait, perdait, empruntait plus. Le cycle s'approfondissait. Pour payer ses dettes, Antoine a commencé à vendre des actifs. D'abord des terres. 100 hectares vendus en 1867, 200 hectares en 1868, 150 en 1869, 100 en 1870. En 1871, de ces 800 hectares originaux, il ne restait que 50, juste autour de la Casa Grande. Pas assez pour une production significative. Puis il a vendu des esclaves, 10 en 1867, 20 en 1868, 30 en 1869, 40 en 1870. De ces 120 esclaves, il n'en restait que 8 et ces 8 étaient toutes des femmes. Toutes qui travaillaient dans la Casa Grande. Les esclaves des champs avaient tous été vendus. Il n'y avait plus de champs à cultiver. La production de café était tombée à presque rien. 20 tonnes par an au lieu des 200 tonnes des années prospères. Le domaine générait à peine assez de revenus pour couvrir les coûts de base. Antoine vendait aussi des meubles, des peintures, des objets précieux, tout ce qui avait de la valeur. La Casa Grande, autrefois magnifiquement meublée, devenait vide. Les pièces résonnaient, les murs avaient des rectangles plus clairs, là où des peintures avaient accroché. En 1871, Antoine avait accumulé des dettes de 150 000 francs, une somme astronomique, équivalente à la valeur d'une plantation entière, 30 000 francs à Duval, 20 000 à un autre créancier, 15 000 à un troisième, le reste dispersé parmi une douzaine d'autres. Ces créanciers perdèrent patience. Ils envoyaient des lettres, des menaces. Ils parlaient de saisir le domaine, de tout prendre. Antoine était au bord de la ruine totale. Hélène regardait tout cela avec horreur croissante. Elle suppliait Antoine d'arrêter. « Antoine, s'il te plaît, tu nous détruis. Tu détruis tout ce que nous avons construit. Arrête de jouer, s'il te plaît. » Mais Antoine ne pouvait pas. L'addiction était trop forte. Il promettait d'arrêter. Puis il jouait encore. Il promettait que la prochaine fois serait différente, qu'il gagnerait, qu'il récupérerait tout. Mais il perdait encore et encore. Leur vie sociale s'était effondrée. Les amis les évitaient. Personne ne voulait être associé à un débiteur, à un homme qui ne pouvait pas contrôler son jeu. Les invitations cessaient. Quand Hélène sortait en ville, les autres femmes chuchotaient, détournaient le regard. Elle était humiliée. Leur réputation, construite pendant des décennies, était détruite en quelques années. Les 8 esclaves qui restaient voyaient tout. Elles travaillaient dans la maison. Elles entendaient les disputes. Elles voyaient les meubles disparaître. Elles voyaient Madame Hélène pleurer. Elles voyaient le colonel partir la nuit pour ses parties de cartes et revenir à l'aube, ivre et défait. Elles savaient que le domaine s'effondrait et elles savaient que bientôt, elles aussi seraient vendues. C'était juste une question de temps. Joséphine, la plus âgée, 58 ans, avait été sur ce domaine depuis 40 ans. Elle était arrivée à 18 ans, achetée à Madagascar. Elle avait été cuisinière toute sa vie. Elle connaissait toutes les recettes créoles et françaises. Elle cuisinait pour la famille, pour les invités importants. Elle était bonne dans son travail.
indispensable même. Mais elle portait une douleur terrible. Elle avait eu 6 enfants au fil des ans, tous vendus. Le premier, Joseph, né en 1832, vendu en 1842 quand il avait 10 ans. Joséphine avait supplié. « S'il vous plaît, maître, ne me prenez pas mon fils. Je ferai n'importe quoi, travaillerai plus dur. » Mais le maître de l'époque, le père d'Antoine, avait refusé. « Le garçon vaut 1000 francs. J'ai besoin de cet argent. Il a été vendu à un planteur de Saint-Pierre. » Joséphine ne l'avait jamais revu. Le deuxième enfant, une fille nommée Marie, née en 1835, vendue en 1847 à 12 ans. Vendu à un planteur de Saint-Denis. Le troisième, un garçon nommé Pierre, né en 1838, vendu en 1850 à 12 ans. Le quatrième, une fille nommée Rose, née en 1842, vendue en 1854 à 12 ans. Le cinquième, un garçon nommé Antoine, né en 1845, vendu en 1857 à 12 ans. Le sixième, une fille nommée Thérèse, née en 1848, vendue en 1860 à 12 ans. Joséphine avait remarqué le schéma. Ils étaient toujours vendus à 12 ans, quand ils devenaient assez vieux pour travailler sérieusement. Assez vieux pour valoir un bon prix, mais encore jeunes, encore manipulables. Chaque fois, Joséphine avait supplié, chaque fois refusé, chaque fois son cœur s'était brisé un peu plus. Maintenant, en 1871, tous ses enfants étaient dispersés à travers la Réunion. Elle ne savait même pas s'ils étaient vivants. Elle n'avait aucun moyen de savoir, aucun moyen de les contacter. Ils étaient perdus pour elle pour toujours. Cette douleur était constante, un poids qu'elle portait chaque jour. Bénédicte, 35 ans, était femme de chambre. Elle s'occupait personnellement de Madame Hélène. Elle l'aidait à s'habiller le matin, coiffait ses cheveux, préparait ses bains, nettoyait sa chambre. Elle passait des heures ensemble chaque jour, pendant 15 ans, depuis que Bénédicte avait 20 ans. Une relation étrange s'était développée. Pas de l'amitié exactement. Comment pourrait-il y avoir amitié quand l'une possédait l'autre? Mais quelque chose. Hélène parlait à Bénédicte de ses frustrations, de ses peurs, de sa déception avec Antoine. Bénédicte écoutait. Elle ne pouvait pas vraiment répondre. Elle devait rester dans sa place. Mais elle écoutait. Elle comprenait. Elle voyait Hélène non comme une maîtresse distante, mais comme une femme malheureuse, piégée dans un mariage froid, regardant sa vie s'effondrer. Bénédicte ressentait quelque chose comme de la compassion, même si Hélène la possédait, même si Hélène avait le pouvoir de la vendre, la fouetter, la tuer. C'était compliqué, dérangeant, mais réel. Marie, 28 ans, était blanchisseuse. Elle lavait tous les vêtements de la famille, tous les draps, les serviettes. C'était un travail physiquement dur. Elle lavait à la main dans de grandes cuves, frottait, essorait, étendait pour sécher, repassait avec des fers chauffés au feu. Ses mains étaient abîmées, calleuses, craquelées, mais elle ne se plaignait jamais. Se plaindre ne servait à rien. Rose, 32 ans, était couturière. Elle réparait les vêtements, créait de nouvelles robes pour Madame Hélène. C'était un travail qu'elle aimait relativement. C'était créatif. Elle pouvait utiliser ses mains pour faire quelque chose de beau, même si ce beau n'était pas pour elle. Espérance, 24 ans, était aide-cuisinière sous Joséphine. Elle apprenait les recettes, aidait à préparer les repas. Elle était jeune, encore relativement optimiste malgré tout. Elle espérait secrètement que peut-être, un jour, elle serait affranchie, que peut-être les rumeurs d'abolition étaient vraies. Antoinette, 19 ans, était la plus jeune, femme de chambre junior. Elle avait grandi dans la Casa Grande, elle ne connaissait rien d'autre. Elle travaillait depuis qu'elle avait 7 ans, nettoyant, servant, obéissant. Justine, 41 ans, avait été nourrice. Elle avait allaité et élevé les 3 enfants d'Antoine et Hélène. Elle les avait vus grandir, partir pour la France. Elle ne les avait jamais revus. Elle les aimait d'une certaine façon, même s'ils ne l'avaient probablement jamais aimée en retour. Pour eux, elle était juste la nourrice, un meuble. Thérèse, 37 ans, était gouvernante.
Elle supervisait les autres domestiques, s'assurait que la maison fonctionnait bien. Elle était stricte, efficace. Elle devait l'être. Si quelque chose n'allait pas, elle était blâmée. Ces 8 femmes formaient une sorte de famille. Elles vivaient ensemble dans les quartiers des domestiques. Elles mangeaient ensemble, parlaient ensemble, se soutenaient mutuellement. Elles avaient vécu tant ensemble, des décennies pour certaines. Maintenant, en 1871, elles savaient que bientôt, elles seraient séparées, vendues, dispersées. Elles n'avaient aucun contrôle sur leur destin. Elles pouvaient juste attendre et espérer que leur nouveau maître ne serait pas pire. Le contexte de 1871 était particulier. C'était une année de grande incertitude à La Réunion. Des rumeurs circulaient constamment que la France allait abolir l'esclavage dans ses dernières colonies. La Martinique et la Guadeloupe avaient été libérées en 1848, 23 ans plus tôt. Mais La Réunion et quelques autres territoires plus petits avaient été oubliés, par retard administratif, par négligence bureaucratique, par le pouvoir des lobbies de planteurs qui résistaient. Mais maintenant, en 1871, après la guerre franco-prussienne et la chute du Second Empire, la nouvelle Troisième République parlait d'égalité, de droits universels, de fin de l'esclavage partout. Les planteurs étaient terrifiés. Si l'esclavage était aboli, leur système économique entier s'effondrerait. Comment cultiver le café sans main-d'œuvre gratuite? Comment maintenir leurs profits? Certains parlaient de passer à un système de travail salarié, mais payer les travailleurs réduirait les marges drastiquement. La valeur des esclaves s'effondrait. En 1860, un esclave fort pouvait valoir 5 000 francs. En 1871, peut-être 2 000. Personne ne voulait investir dans une propriété qui pourrait devenir sans valeur du jour au lendemain. C'était dans ce contexte tendu, incertain, que les événements de mars 1871 se sont produits. La nuit du 15 mars 1871 a changé tout. C'était la nuit qui a déclenché la chaîne d'événements menant au massacre 10 jours plus tard. Cette nuit-là, Antoine était chez Monsieur Duval. Duval vivait dans une grande maison à Saint-Denis. Il était un des hommes les plus riches de La Réunion. Il avait fait fortune en important des marchandises d'Europe et en les vendant aux planteurs. Tissus, outils, meubles, vins, tout ce dont l'élite coloniale avait besoin. Il était aussi un prêteur important. Il prêtait de l'argent à des taux élevés à ceux qui en avaient besoin. Antoine lui devait 30 000 francs, une dette massive. Duval organisait régulièrement des parties de cartes dans sa maison. C'était une façon de socialiser avec les hommes riches. Mais c'était aussi une façon de les endetter davantage. Duval était un excellent joueur. Il gagnait plus souvent qu'il ne perdait. Et ceux qui perdaient contre lui finissaient souvent par lui devoir plus d'argent. Ce soir-là, il y avait 6 joueurs. Antoine, Duval et 4 autres hommes, tous des planteurs ou des commerçants riches. Ils jouaient au poker. C'était un jeu qui combinait chance et compétence, lecture des autres joueurs, bluff, calcul des probabilités. Les mises étaient élevées dès le début. 500 francs pour entrer dans la partie. Puis les mises augmentaient à chaque tour. Antoine buvait. Du cognac, verre après verre. Ça affectait son jugement. Il jouait de façon plus imprudente, plus agressive. Il bluffait quand il ne devrait pas. Il suivait quand il devrait abandonner. Dans les premières 3 heures, Antoine avait perdu 5 000 francs. C'était de l'argent qu'il n'avait pas. Il signait des reconnaissances de dettes, des promesses de payer plus tard. Les autres joueurs acceptaient. Ils savaient qu'Antoine possédait encore le domaine. Même s'il était hypothéqué et endetté, il avait encore de la valeur. Vers 2 heures du matin, Antoine était complètement ivre. Il pouvait à peine tenir ses cartes, mais il ne voulait pas arrêter. Il était convaincu que sa chance allait tourner, qu'il allait gagner, qu'il allait tout récupérer. La main finale a été distribuée. Antoine a regardé ses cartes. Avec ses yeux troubles, il voyait une paire de rois, pas une mauvaise main. Il a regardé autour de la table, essayant de lire les expressions. Duval semblait confiant, trop confiant. Probablement un bluff, pensait Antoine. Les mises ont commencé. 500 francs.
Antoine a suivi. 1 000 francs. Antoine a suivi. 2 000 francs. Antoine a regardé l'argent devant lui. Il n'en avait plus. Rien. Je n'ai plus d'argent, a-t-il dit. Alors vous devez vous coucher, a dit Duval. Mais Antoine ne voulait pas. Il était convaincu qu'il pouvait gagner cette main. Je peux parier autre chose, a dit Antoine. Les autres joueurs ont regardé, intéressés. Qu'est-ce que vous avez encore, colonel? Duval a demandé. Vous avez vendu la plupart de vos terres, la plupart de vos esclaves. Que reste-t-il? Antoine, dans son ivresse totale, son désespoir absolu, a dit quelque chose d'impensable. J'ai ma femme. Le silence dans la pièce était complet, total, absolu. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Les 5 autres joueurs regardaient Antoine comme s'il était devenu fou. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» a finalement demandé Duval. « Ma femme !» a répété Antoine. « Madame Hélène. »« Je la parie. Vous ne pouvez pas parier votre épouse, » a dit un des autres joueurs. « C'est immoral, impossible, légalement douteux. » Antoine a ri, un rire amer, ivre. « Tout est possible si les gens sont d'accord. J'offre la garde légale de ma femme comme garantie. Si je perds, elle devient propriété du gagnant, pour faire ce qu'il veut. » Duval a regardé Antoine longuement. Il voyait l'opportunité, pas pour Hélène elle-même. Duval n'était pas intéressé par elle, romantiquement, mais pour l'humiliation ultime d'Antoine, pour montrer que même une femme blanche pouvait être réduite à propriété, pour prouver son pouvoir total. « Si vous êtes sérieux, colonel, je suis sérieux, » a dit Duval. « Vous pariez, Madame Hélène, contre l'annulation de votre dette de 30 000 francs envers moi. » Antoine a hoché la tête. « Oui, je parie. » Les 3 autres joueurs ont protesté. « C'est une abomination. Nous ne devrions pas participer à ça. » Mais personne n'est parti. Ils voulaient tous voir ce qui allait se passer, morbidement fascinés. « Alors jouons, » a dit Duval. Les cartes ont été révélées. Antoine avait une paire de rois, une bonne main. Mais Duval avait mieux. 3-8. Antoine avait perdu. Il est devenu blanc, complètement blanc. Réalisant soudainement ce qu'il avait fait. « Non, 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 je retire. Je ne peux pas. »« Trop tard, » a dit Duval froidement. « Vous avez parié. Nous avons tous témoigné. Écrivons le contrat maintenant. » Duval a sorti du papier. De l'encre. Il a écrit « En cette nuit du 15 mars 1871, moi, colonel Antoine Ferreira da Silva, transfère la garde légale complète de mon épouse, Madame Hélène da Silva, née Dubois, à Monsieur Duval, en règlement d'une dette de jeu et d'une dette antérieure de 30 000 francs. Cette garde inclut tous les droits de décider de sa résidence, de son emploi et de son statut civil. Les 5 témoins signent ci-dessous. » Duval a signé. Puis il a passé le papier à Antoine. Antoine, les mains tremblantes, a signé. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmurait-il. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Les 5 témoins ont signé. Certains à contre-cœur, certains avec curiosité. Mais tous ont signé. Le document était légalement douteux, très douteux. Mais avec 5 témoins respectables, il avait un certain poids. Au minimum, il créait une situation embarrassante. Un scandale qui pourrait ruiner la réputation de quelqu'un. « Votre femme m'appartient maintenant, colonel, » a dit Duval. « Je déciderai de son sort. » Antoine est parti en titubant. Il est rentré au domaine à l'aube. Il est allé directement dans sa chambre. Il s'est effondré sur son lit, ivre, malade, horrifié par ce qu'il avait fait. Le lendemain matin, Hélène a été informée. Duval avait envoyé un messager. Avec le contrat. « Madame da Silva, je vous informe que votre mari a transféré votre garde légale à moi lors d'une partie de cartes. Vous êtes maintenant sous ma garde. Je déciderai de votre avenir. » Hélène a lu le message. Encore. Elle ne pouvait pas croire. C'était impossible, impensable. Son mari l'avait pariée comme une esclave, comme une propriété. Elle a couru à la chambre d'Antoine. Elle a frappé la porte violemment. « Antoine, ouvre cette porte, maintenant !» Antoine a ouvert. Il avait l'air terrible, les yeux rouges, le visage pâle, encore à moitié ivre. « Comment as-tu pu ?» a crié Hélène. «
Comment as-tu pu me faire ça? Me parier comme une esclave? Je suis ta femme. » Antoine pleurait. « Je ne sais pas. J'étais ivre. J'étais fou. Je pensais que j'allais gagner. Je pensais que je pourrais tout récupérer. »« Mais tu m'as parié !» hurlait Hélène. « Tu m'as réduite à une chose, à une propriété. Comment vais-je vivre avec ça? Comment vais-je regarder quelqu'un en face ?» Antoine est tombé à genoux. « Je suis désolé. Tellement désolé. Je vais arranger ça. Je vais parler à Duval. Je vais le convaincre d'annuler. » Mais Hélène savait mieux. Duval ne laisserait pas passer cette opportunité. Il avait toujours été envieux d'Antoine, jaloux de son statut social. Maintenant, il avait le pouvoir ultime sur lui. Il ne le laisserait pas aller. Hélène était dans un état de choc. Elle ne pouvait pas pleurer, elle ne pouvait pas crier. Elle existait juste, dans un brouillard. Son monde entier avait basculé. Elle était passée de maîtresse respectée à propriété en une nuit. Les 8 esclaves domestiques ont appris ce qui s'était passé. Les nouvelles se répandent vite dans une maison. Elles étaient choquées, horrifiées, mais aussi quelque chose d'autre. Elle voyait Madame Hélène maintenant dans la même position qu'elle, réduite à propriété, sans contrôle sur son propre destin. C'était étrangement égalisateur. Bénédicte, qui avait servi Hélène pendant 15 ans, ressentait une compassion profonde. Elle est allée voir Hélène. « Madame, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. » Hélène l'a regardée. Pour la première fois, elle voyait vraiment Bénédicte. Pas comme une servante, mais comme une personne. Une personne qui comprenait ce que c'était d'être sans pouvoir. « Merci Bénédicte », c'était tout ce qu'Hélène pouvait dire. Duval a attendu quelques jours, laissant le scandale mijoter, laissant Antoine et Hélène souffrir dans l'anticipation. Puis le 20 mars, 5 jours après la partie de cartes, Duval a envoyé un message. « J'organise une vente aux enchères publiques, le 25 mars, au domaine Saint-Benoît. Je vendrai tous les actifs restants du colonel da Silva pour satisfaire ses dettes envers moi et d'autres créanciers. Cela inclut les 8 esclaves domestiques, et cela inclut Madame Hélène da Silva. Elle sera mise aux enchères au même titre que les esclaves. Le plus offrant l'emportera. » Le scandale a explosé. Immédiatement, totalement. La nouvelle s'est répandue à travers toute la Réunion comme une traînée de poudre. Une femme blanche mise aux enchères, jamais entendue, jamais vue. Impossible, immoral, mais apparemment réel. Les réactions étaient mixtes. Certains étaient horrifiés. Comment peut-on traiter une femme blanche comme une esclave? C'est une transgression de toutes nos normes. D'autres étaient curieux, morbidement fascinés. Ils voulaient voir, assister à cet événement sans précédent. Beaucoup prévoyaient de venir. Pas nécessairement pour acheter, mais pour regarder, pour être témoins. Les abolitionnistes, le petit groupe qui existait à la Réunion, ont immédiatement vu l'opportunité. Voilà la preuve. Le système d'esclavage est si corrompu qu'il permet même la vente de femmes blanches. Si elle peut être réduite à propriété, alors le système entier est pourri. Ils ont commencé à écrire des lettres, aux journaux, aux autorités, aux politiciens, en France métropolitaine, exigeant l'abolition immédiate. Antoine était brisé, complètement. Il restait dans sa chambre, buvant, pleurant, réalisant l'énormité de ce qu'il avait fait. Hélène ne lui parlait plus. Elle avait déménagé dans une autre chambre. Elle passait ses journées assise, regardant par la fenêtre, ne parlant à personne sauf Bénédicte. Les 8 esclaves domestiques savaient qu'elles aussi seraient vendues. Elle commençait à se dire au revoir, sachant qu'elle ne se reverrait probablement jamais. Joséphine, la plus âgée, disait à chacune « Soyez forte, survivez, ne laissez pas ce système vous briser complètement. » Espérance, la plus jeune et optimiste, disait « Peut-être que nos nouveaux maîtres seront meilleurs, peut-être que nous aurons de la chance. » Mais personne n'y croyait vraiment. Le 25 mars est arrivé. Le jour du l'élan, le jour qui changerait l'histoire. Plus de 200 personnes sont venues.
C'était un nombre énorme pour un léland d'esclaves. Normalement, 20 ou 30 personnes assistaient, mais celui-ci était spécial, scandaleux. Les gens venaient de toute l'île, de Saint-Denis, de Saint-Pierre, de Saint-Paul, planteurs, commerçants, curieux, même quelques femmes. Ce qui était inhabituel. Les femmes n'assistaient généralement pas au leilon, mais celui-ci était différent. Une des leurs était mise aux enchères. Elle voulait voir. Duval avait engagé un commissaire-priseur professionnel, un homme nommé Lebrun. Lebrun avait conduit des centaines de ventes d'esclaves au fil de sa carrière. Il était froid, détaché, efficace. Il traitait les esclaves exactement comme du bétail, avec la même absence d'émotion qu'on vendrait des vaches ou des chevaux. Il ne les voyait pas comme des êtres humains, juste comme des marchandises, des biens à transférer d'un propriétaire à un autre. Une estrade avait été construite devant la Casa Grande, une plateforme en bois élevée, pour que tout le monde puisse voir. Les 8 esclaves avaient été préparées. Elles portaient leurs meilleures robes. Leurs cheveux étaient coiffés. Duval voulait qu'elles aient l'air présentable, pour obtenir de meilleurs prix. À 10 heures du matin précise, le lélan a commencé. Lebrun est monté sur l'estrade. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette vente extraordinaire. Aujourd'hui, nous vendons 8 esclaves domestiques de première qualité. Toutes expérimentées, toutes en relativement bonne santé. Examinons le premier lot. La foule s'est pressée en avant. Voulant voir. Lot numéro 1. Joséphine. Âge, 58 ans. Expérience. Cuisinière depuis 40 ans. Connaissance approfondie des cuisines créoles et françaises. Capable de cuisiner pour de grandes réceptions. Joséphine a été poussée sur l'estrade. Elle marchait lentement, dignement, la tête haute, refusant de montrer sa peur. Lebrun s'est approché d'elle. « Ouvre ta bouche », a-t-il dit. Joséphine a obéi. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues, mais elle gardait sa posture droite. Lebrun a examiné ses dents, plusieurs manquantes, normales pour l'âge. Elle est vieille, messieurs, mais elle a encore quelques bonnes années. Son expérience compense l'âge. Elle connaît plus de recettes que n'importe quelle autre cuisinière sur cette île. Qui ouvre les enchères? 800 francs, a crié quelqu'un de la foule. C'était un prix bas, très bas, reflétant l'âge de Joséphine. 850, 900. Les enchères montaient lentement, sans grand enthousiasme. Les acheteurs calculaient combien d'années de travail ils pourraient obtenir. Pas beaucoup. Finalement, à 1200 francs, les enchères se sont arrêtées. « Adjugé », a crié Lebrun. Vendu à Monsieur Fontaine de Saint-Pierre pour 1200 francs. Joséphine est descendue de l'estrade. Elle savait ce que cela signifiait. Elle ne reverrait jamais les autres femmes. Elle serait emmenée à Saint-Pierre. Un nouveau domaine, de nouveaux maîtres, de nouvelles routines, à 58 ans. Recommencer. Encore. Lot numéro 2. Bénédicte. Âge, 35 ans. Expérience, 15 ans comme femme de chambre personnelle. Connaissance approfondie de l'étiquette des dames de haute société, capable de coiffer, habiller et servir avec discrétion. Bénédicte est montée sur l'estrade. Elle gardait la tête haute, fière, refusant l'humiliation. Lebrun s'est approché. « Ouvre ta robe, je dois examiner ta constitution physique. » Bénédicte a hésité. « Obéis !» a crié Lebrun. Bénédicte a lentement soulevé sa robe jusqu'aux genoux. Lebrun a regardé ses jambes. Bonnes jambes, fortes. Elle peut monter des escaliers, porter des charges. Pas de varices visibles. Tourne-toi. Bénédicte s'est tournée. L'humiliation était totale. Être examiné comme un animal devant 200 personnes. « Excellente constitution », a dit Lebrun, dans son prime. Probablement 20 bonnes années de travail devant elle. Qui commence? 2000 francs, c'était un bon prix de départ, reflétant la valeur de Bénédicte. 2500, 3000, 3500. Les enchères montaient rapidement. Plusieurs acheteurs étaient intéressés. Une femme de chambre expérimentée était précieuse. 4000, 4200. Finalement, adjugé à 4200 francs, à un riche commerçant de Saint-Denis nommé Monsieur Leclerc. Bénédicte est descendue.
Elle a regardé Hélène, qui regardait de la fenêtre de la Casa Grande. Leurs yeux se sont rencontrés. Un moment de connexion. Puis Bénédicte a été emmenée par son nouveau maître. Une par une, les autres ont été vendus. Lot numéro 3. Marie, 28 ans, blanchisseuse experte, vendue pour 3000 francs. Lot numéro 4. Rose, 32 ans, couturière, capable de créer et réparer tout type de vêtements, vendue pour 3500 francs. Lot numéro 5. Espérance, 24 ans, aide cuisinière, vendue pour 2800 francs. Lot numéro 6. Antoinette, 19 ans, la plus jeune, femme de chambre junior, vendue pour 4500 francs. Le prix élevé reflétait sa jeunesse, potentiellement des décennies de travail devant elle. Lot numéro 7. Justine, 41 ans, nourrice expérimentée, vendue pour 2500 francs. Lot numéro 8. Thérèse, 37 ans, gouvernante, supervise le personnel domestique, vendue pour 3200 francs. 7 des 8 esclaves avaient été vendus maintenant, dispersés à différents maîtres à travers l'île. La séparation était complète. Elles ne se reverraient jamais. Les familles qu'elles avaient formées au fil des années étaient brisées. C'était la routine horrible de l'esclavage. Les connexions humaines ne comptaient pas. Seule la valeur économique comptait. Puis Lebrun a annoncé le lot final. Et la foule est devenue complètement silencieuse. Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant au lot le plus extraordinaire, jamais présenté dans une vente aux enchères, à La Réunion. Un lot qui défie toutes les conventions, tous les précédents. Lot numéro 9. Madame Hélène da Silva, née Dubois. Âge 42 ans. Épouse du colonel Antoine da Silva. Transférée légalement à Monsieur Duval en règlement d'une dette contractée lors d'une partie de cartes. Madame da Silva sera vendue aujourd'hui au plus offrant. Un murmure a traversé la foule, certains choqués, d'autres excités, tous fascinés. Hélène a été amenée sur l'estrade. 2 domestiques l'escortaient. Elle marchait lentement, dignement. Elle portait une robe simple mais élégante, bleue. Ses cheveux étaient coiffés simplement. Pas d'ornement. Son visage était pâle, ses yeux rouges et gonflés de pleurs. Mais elle gardait la tête haute, refusant de montrer complètement sa honte. Lebrun, même lui, semblait mal à l'aise. Il avait vendu des centaines d'esclaves, mais jamais une femme blanche. C'était au-delà de son expérience. Mais Duval lui avait donné des instructions claires. Traitez-la exactement comme les esclaves. Exactement. Examinez-la. Faites-la tourner, ouvrir sa bouche. Tout. Ne faites aucune exception pour sa couleur. Lebrun s'est approché d'Hélène. « Madame, veuillez ouvrir votre bouche. Je dois examiner vos dents. » Hélène est restée immobile. Immobile comme une statue. « Je refuse. Vous ne pouvez pas me forcer à cette humiliation. » Duval, qui regardait de près, est intervenu. « Si vous ne coopérez pas, madame, je peux vous faire arrêter pour résistance. Le contrat vous donne à moi. Vous devez obéir. » Hélène réalisait qu'elle n'avait aucun pouvoir, aucun choix. Exactement comme les esclaves avant elle. Lentement, les mains tremblantes, elle a ouvert sa bouche. Lebrun a regardé. Bonnes dents, bien entretenues, aucune manquante. Maintenant, tournez-vous. Montrez votre profil. Hélène s'est tournée. L'humiliation était totale, absolue. 200 pères dieux la regardaient, la jugeaient, l'évaluaient comme une marchandise. Elle a pensé à toutes les fois où elle avait regardé des esclaves être vendus ainsi. Elle n'avait jamais vraiment pensé à leur humiliation, à leur déshumanisation. Maintenant, elle comprenait. Elle vivait exactement ce qu'elle vivait. Lebrun a continué. Madame da Silva est en bonne santé. Âge moyen, mais encore beaucoup d'années utiles. Elle est éduquée, parle français et créole, peut lire et écrire. Elle a de l'expérience en gérant une maison, pourrait servir comme gouvernante ou dame de compagnie. Qui ouvre les enchères? Il y a eu un long silence. Personne ne voulait être le premier. C'était trop tabou, trop transgressif. Enchérir sur une femme blanche. C'était franchir une ligne que personne n'avait jamais franchie. Puis une voix a crié de la foule. 5000 francs.
Tout le monde s'est retourné pour voir qui avait osé. C'était un jeune planteur, 25 ans peut-être, de Saint-Pierre, probablement plus curieux qu'intéressé vraiment, voulant juste faire partie de l'histoire. Le tabou était brisé. Maintenant d'autres ont suivi. 6 000, 7 000, 8 000. Les enchères commençaient à monter. La compétition masculine prenait le dessus. 9 000, 10 000. La foule murmurait. C'était déjà plus que n'importe quel esclave avait jamais été vendu. Hélène représentait quelque chose de différent. Pas juste une travailleuse, mais un symbole, un trophée, une transgression. 12 000, a crié une voix forte et familière. Tout le monde s'est retourné. C'était le père Augustin, le prêtre de Saint-Benoît. 55 ans, respecté dans la communauté. Un prêtre, enchérissant sur une femme? La foule était choquée, scandalisée. Le père Augustin a continué. J'enchéris non pour des raisons d'immorale, mais pour racheter Madame da Silva, pour la libérer de cette abomination, pour lui rendre sa dignité. Si je gagne, je la libérerai immédiatement. C'était noble. Mais d'autres continuaient à enchérir. 13 000, 15 000, 16 000. Le père Augustin essayait de suivre. 16 500, mais d'autres montaient de plus. 17 000, 18 000. Le père Augustin a secoué la tête. Il n'avait pas les moyens. L'église n'était pas si riche. 19 000, 20 000. Finalement, les enchères se sont arrêtées à 20 000 francs, un prix astronomique. Adjugé, a crié Lebrun. Vendu à Monsieur le roi de Saint-Denis pour 20 000 francs. Monsieur le roi était un riche planteur, 60 ans, veuf. Il avait acheté Hélène pour des raisons que seul lui connaissait, peut-être comme dame de compagnie, peut-être pour autre chose. Hélène est descendue de l'estrade. Elle était en état de choc, complètement dissociée. Elle avait été vendue, comme une esclave. Sa vie telle qu'elle la connaissait était terminée. Elle n'était plus Madame da Silva. Elle était la propriété de Monsieur le roi. C'est à ce moment exact que Joséphine a craqué. Joséphine, qui avait été vendue en premier pour 1200 francs, était toujours là. Son nouveau maître, Monsieur Fontaine, n'était pas encore prêt à partir. Il parlait avec d'autres acheteurs, discutant affaires. Joséphine attendait, enchaînée maintenant, ses mains liées devant elle. Elle avait regardé toute la vente, les 7 autres femmes vendues une par une, ses sœurs, ses amies, séparées, dispersées, et maintenant elle avait vu Madame Hélène, une femme blanche, une maîtresse, traitée exactement comme elle, examinée, vendue, réduite à propriété, et quelque chose en Joséphine s'est brisé, ou peut-être libéré. Elle a réalisé quelque chose de profond, de révolutionnaire. Si une femme blanche peut être traitée comme une esclave, alors le système entier n'a aucun sens. Il n'y a aucune logique, aucune moralité, aucune justification. C'est juste du pouvoir brut et arbitraire, qui peut être appliqué à n'importe qui, blanc ou noir, homme ou femme, riche ou pauvre, si les circonstances sont bonnes, si quelqu'un a assez de pouvoir. Et si le pouvoir est juste arbitraire, alors il peut être défié. Il doit être défié. Joséphine a crié, sa voix forte, perçante. Assez, assez de cette horreur, assez de cette abomination. La foule s'est retournée, surprise. Qui osait crier? Joséphine a continué. Vous nous vendez comme des animaux. Vous nous examinez comme du bétail. Vous nous séparez de nos familles. J'ai perdu 6 enfants. 6 arrachés de mes bras, vendus. Et pourquoi? Pour votre profit, pour votre confort. Un des gardes s'est approché. Silence, esclave. Tais-toi ou tu seras fouetté. Mais Joséphine ne se taisait pas. 58 ans de silence. 58 ans d'obéissance. 58 ans de douleur contenue. Tout sortait maintenant. Je ne serai plus silencieuse. Plus jamais. Et maintenant, vous vendez même vos propres femmes, vos propres épouses, vous les traitez comme nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ce système est pourri, complètement pourri, et il doit finir. Elle s'est précipitée vers l'estrade.
Ses mains étaient enchaînées, mais ses jambes étaient libres. Elle courait. Les gardes ont essayé de l'arrêter. Mais d'autres esclaves se sont joints, pas les 7 qui avaient été vendus. Elles étaient déjà parties avec leur nouveau maître. Mais d'autres esclaves qui étaient venus regarder. Des esclaves des domaines voisins. Une trentaine au total. Ils ont vu Joséphine défier, et quelque chose en eux a répondu. Ils se sont joints. Le chaos a éclaté instantanément. Les esclaves couraient vers l'estrade, vers les gardes, vers les acheteurs. Ils criaient. Ils se battaient. C'était une explosion de rage longtemps contenue. Un des esclaves a saisi le bâton d'un garde. Il l'a frappé. Le garde est tombé. Un autre esclave a pris le pistolet du garde. Il ne savait pas vraiment comment l'utiliser, mais il pointait. Les acheteurs paniquaient. Ils couraient dans toutes les directions, certains vers leurs chevaux, d'autres vers la Casa Grande, cherchant refuge. Un coup de feu a été tiré, puis un autre. Les gardes tiraient maintenant sur les esclaves qui se révoltaient, sans discrimination, visant pour tuer. La foule de 200 personnes paniquait totalement. C'était le chaos complet. Les gens criaient, couraient, se poussaient, tombaient. Hélène, qui était toujours près de l'estrade, a essayé de descendre, de trouver refuge, mais dans la confusion, elle a été poussée par des gens fuyants. Elle a trébuché et tombé de l'estrade. 3 mètres de hauteur. Elle est tombée durement, sur le côté. Un coup de feu a retenti. Une balle perdue, tirée par un des gardes visant un esclave, mais la balle a raté. Elle a touché Hélène, en pleine poitrine. Hélène est tombée en arrière. Du sang coulait immédiatement. Beaucoup de sang. Bénédicte, qui n'était pas encore partie, a vu. Elle a couru. « Madame, Madame Hélène !» Elle s'est agenouillée à côté d'Hélène. Elle a soulevé sa tête, l'a mise sur ses genoux. Hélène regardait Bénédicte. Ses yeux focalisaient difficilement. Du sang coulait de sa bouche. Elle essayait de parler. « Bénédicte !» Bénédicte s'est penchée. « Oui, madame, je suis là, » Hélène a murmuré. « Je suis désolée, tellement désolée, pour tout, pour t'avoir possédée, pour t'avoir traitée comme moins qu'humaine. Je comprends maintenant, je comprends. » Bénédicte pleurait. « Ce n'est pas votre faute, madame, c'est le système. Nous sommes toutes victimes. » Hélène a souri faiblement. « Sois libre, Bénédicte. Vis libre. » Puis ses yeux se sont fermés. Son corps est devenu mou. Elle était morte. Bénédicte la tenait, pleurant. Cette femme qu'elle avait servie pendant 15 ans. Cette femme qui l'avait possédée, mais aussi cette femme qu'elle avait connue, avec qui elle avait partagé tant de moments. C'était compliqué, plein de contradictions, mais réel. Un garde a couru vers l'estrade. Il a vu Bénédicte tenant Hélène. Il a levé son fusil. Une esclave tenant une femme blanche morte. Il n'a pas pensé. Il a juste tiré. La balle a touché Bénédicte dans la tête. Elle est morte instantanément. Son corps est tombé sur celui d'Hélène, les 2 femmes mortes ensemble, maîtresse et esclave. Dans la mort égale, enfin. Joséphine courait toujours, criait « Liberté, liberté ou mort ». 2 gardes l'ont poursuivie. Elle courait vers les champs, vers la liberté peut-être. Mais les gardes étaient plus rapides. Ils ont tiré. 2 balles, les 2 ont touché Joséphine dans le dos. Elle est tombée en avant, face contre terre. Son dernier mot était liberté, murmuré dans la poussière. Puis elle était morte. Marie, la blanchisseuse de 28 ans, qui avait été vendue plus tôt, avait aussi rejoint la révolte. Elle courait. Un garde a tiré. La balle l'a touchée en plein dans le dos. Elle est tombée, morte avant de toucher le sol. 3 autres esclaves des domaines voisins ont été tués, abattus par les gardes. Leurs noms n'ont jamais été enregistrés. Ils sont morts anonymes. Un garde a aussi été tué, poignardé par un esclave qui avait saisi un couteau d'un des vendeurs de nourriture, qui était venu vendre des rafraîchissements à la foule. Le garde est mort en quelques minutes, saignant sur le sol. En 20 minutes, c'était fini. Les gardes avaient repris le contrôle. Les esclaves restants ont été capturés, enchaînés, certains blessés.
Tous terrifiés, 7 personnes mortes. Joséphine, 58 ans, morte en criant liberté. Bénédicte, 35 ans, morte en tenant sa maîtresse. Marie, 28 ans, morte en courant vers la liberté. 3 esclaves anonymes des domaines voisins. Un garde. Et Madame Hélène da Silva, 42 ans, la première femme blanche jamais mise aux enchères à La Réunion, morte par une balle perdue. Le sol devant la Casa Grande était couvert de sang, de corps, de chaos. Les 200 spectateurs étaient en état de choc. Beaucoup pleuraient. Certains vomissaient. Tous traumatisés par ce qu'ils avaient vu. Le colonel Antoine, qui était resté dans sa chambre pendant toute la vente, est sorti quand il a entendu les coups de feu. Il a couru, il a vu le carnage, les corps partout. Puis il a vu Hélène, sa femme, morte, son sang formant une mare autour d'elle. Bénédicte morte sur elle. Antoine est tombé à genoux. Il a hurlé, un hurlement animal, primitif, de douleur pure. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Il a rampé vers Hélène. Il a essayé de la soulever. Hélène, Hélène, réveille-toi, s'il te plaît. Mais elle était morte, son corps déjà froid. Les gens regardaient Antoine, cet homme qui avait causé tout ça, qui avait parié sa femme, qui avait déclenché cette chaîne d'événements. Ils le regardaient avec dégoût, avec haine. Antoine a porté le corps d'Hélène à l'intérieur de la Casa Grande. Il l'a mise sur leur lit conjugal où ils avaient dormi pendant 26 ans de mariage. Il s'est assis à côté d'elle, tenant sa main, pleurant. Cette nuit-là, Antoine ne pouvait pas supporter. La culpabilité était trop grande, le poids trop lourd. Il est allé au grenier. Il a trouvé une corde, il l'a attachée à une poutre. Il a fait un nœud. Il a mis le nœud autour de son cou. Et il a sauté. Le lendemain matin, un domestique l'a trouvé. Pendu. Mort. Le colonel Antoine Ferreira da Silva. 55 ans. Mort par suicide. Le 3e corps de cette tragédie. Rose Espérance et Antoinette, 3 des 8 esclaves originales, avaient survécu. Elles n'avaient pas participé à la révolte. Elles avaient été loin de la violence, par chance pure. Rose avait déjà été emmenée par son nouveau maître quand la révolte avait commencé. Espérance et Antoinette étaient près des écuries, loin de l'estrade. Quand le chaos avait éclaté, elles s'étaient cachées, terrorisées. Elles avaient tout vu de loin, mais elles n'avaient pas participé. Les autorités, après avoir enquêté, ont reconnu qu'elles n'étaient pas coupables. Elles n'avaient pas rejoint la révolte. Elles avaient juste survécu. Le scandale du massacre de Saint-Benoît s'est répandu comme une traînée de poudre. Dans les heures suivant l'événement, des messagers couraient vers toutes les villes de La Réunion. Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Paul, apportant les nouvelles. Une vente d'esclaves a tourné en massacre. 7 morts, y compris une femme blanche qui avait été mise aux enchères. Le lendemain, des journaux locaux imprimaient des éditions spéciales. Des titres criants. Massacre à Saint-Benoît, 7 morts lors d'une vente d'esclaves. Femmes blanches vendues puis tuées. Les détails étaient racontés et re-racontés, souvent exagérés. Certains journaux disaient qu'il y avait eu 20 morts. D'autres disaient que c'était une révolte planifiée, impliquant des centaines d'esclaves. La vérité était suffisamment horrible sans exagération, mais les exagérations vendaient plus de journaux. En une semaine, la nouvelle avait atteint la France métropolitaine. Les journaux parisiens publiaient l'histoire. Le Figaro, scandale colonial, femme blanche vendue comme esclave puis tuée dans une révolte. Le Temps, le système d'esclavage s'effondre, massacre à La Réunion expose la corruption totale. Les abolitios.